Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours du programme de Terminal ST2S. Aujourd'hui, nous parlerons du chapitre 8, Principes chimiques des analyses médicales. Tout d'abord, vous devez savoir ce qu'est une dissolution. Pour ça, vous allez devoir connaître le protocole. Je vous invite d'aller regarder la vidéo d'un confrère. Vous trouverez le lien de cette vidéo en description. Vous devez également être capable d'écrire une équation de dissolution d'un solide ionique. Je vais vous donner deux exemples. Tout d'abord, le NaCl. Le NaCl, il est de base solide. C'est pour ça que j'ai écrit en rouge. Alors, en rouge, ce n'est pas l'importance, c'est surtout qu'il est écrit en petit, en indice, entre parenthèses S, ce qui signifie que le NaCl est solide. Et quand je le mets dans l'eau, je mets donc une petite flèche, et il devient du Na+, et du Cl-, qui eux sont tous les deux non pas solides cette fois, puisqu'ils sont dissous, on dit qu'ils sont aqueux, et on les note par la lettre Aq. Solide et aqueux, c'est l'état physique dans lequel sont ces espèces chimiques. Autre exemple, le FeCl3, il est solide, et quand je le mets dans l'eau, il forme du Fe3+, et du Cl- qui est aqueux. Étant donné que lorsque je mets un FeCl3 dans l'eau, je vais former un Fe3+, mais puisqu'il y a Cl3, il y a donc 3 Cl- qui vont être formés également. Lorsque l'on fait une dissolution, on ne le fait pas au hasard. On le fait parce qu'on veut une certaine concentration en soluté dans une solution. Le soluté étant donc le solide que l'on dissout. Vous connaissez normalement deux concentrations. La concentration massique qui est notée Cm et la concentration molaire qui est notée grand C ou, dans le cas des ions, entre crochets, le symbole de l'ion. La formule de la concentration massique, c'est Cm est égal à M soluté sur V solution, avec Cm, donc la concentration massique, en grammes par litre, M soluté, c'est-à-dire la masse de soluté, en grammes, et V solution, le volume de la solution, en litres. Attention, le volume de la solution, c'est bien le volume du solvant plus le soluté qui a été dissous dans ce solvant. Ici, on a donc des grammes et des litres, ce qui nous donne une concentration en grammes par litre, mais on peut très bien avoir des concentrations en milligrammes par litre, en kilogrammes par mètre cube, etc., etc. Mais il faut retenir que c'est toujours une masse par un volume. La concentration molaire, quant à elle, elle est très similaire, simplement ça change un petit peu au niveau des unités. La concentration molaire est donc en mol par litre. Au lieu de la masse de soluté, on va mettre la quantité de matière en soluté qui sera donc en mol. Et on a toujours le volume de la solution en litres. Encore une fois, on peut très bien avoir des mols par mètre cube, des millimoles par millilitre, etc., etc. On peut passer d'une relation à l'autre, et du moins d'une concentration massique à une concentration molaire grâce à une formule. C'est celle-ci. C est égal à Cm sur grand M, c'est-à-dire que la concentration molaire est égale à la concentration massique sur la masse molaire. Et on peut aussi dire que le Cm est égal à C fois grand M. En fait, on a simplement réécrit l'équation. Alors, comment retrouver cette formule? Simplement en étudiant les unités. La concentration molaire est en mol par litre. Et en fait, c'est égal à des grammes par litre sur des grammes par mol. Et en fait, si on étudie les unités, on se rend compte que de chaque côté de l'équation, en fait, si on simplifie les unités, on se retrouve à chaque fois par des mols par litre. Donc avec de la logique, on peut les retrouver. Si vous avez du mal, vous les apprenez par cœur. Maintenant, on passe à la dilution. Comme pour la dissolution, vous devez connaître le protocole. Je vous invite donc à aller en description pour regarder la vidéo de mon confrère sur la dilution qui vous explique donc le protocole. Ensuite, vous devez également connaître le facteur de dilution entre une solution S1 qu'on appelle solution mère et une solution S2 qu'on appelle solution fille. Le facteur de dilution, c'est donc un facteur qui est calculé de cette manière. En fait, on prend soit la concentration initiale divisée par la concentration finale, soit le volume final divisé par la concentration initiale. Et ça doit toujours être supérieur à 1. Alors comment savoir si c'est C1 ou c'est C2 qui est en haut, et si c'est C2 et C1 qui est en bas? Et la même chose pour les volumes, parce que comme vous avez vu, il y en a un c'est C1 sur C2, alors que l'autre c'est V2 sur V1. Mais en fait c'est tout simple. Vu que ça doit toujours être supérieur à 1, il faut prendre le plus gros des chiffres divisé par le plus petit.
forcément la concentration initiale elle est plus grande que celle diluée. Et à l'inverse, le volume final il est forcément plus grand parce qu'on a rajouté de l'eau à la solution initiale. Donc voilà comment on peut retrouver de manière logique la formule sans avoir besoin de l'apprendre. Ce qui est intéressant avec cette formule, c'est qu'elle permet d'en avoir trois. La première, c'est de dire que F est égal à C1 sur C2. La deuxième, F est égal à V2 sur V1. Et la troisième, c'est C1 sur C2 est égal à V2 sur V1. Alors cette troisième formule, vous la connaissez vous sous une autre forme. C'est C1V1 est égal à C2V2, mais c'est la même chose. Prenons un exemple. On dilue une solution de concentration de 100 g par litre en Cl- afin d'obtenir une solution 10 fois moins concentrée de volume 100 ml. On a donc C1 qui fait 100 g par litre, on a V2 qui fait 100 ml et on a le facteur de dilution qui est de 10 parce qu'on veut diluer 10 fois. Si on cherche tout d'abord la concentration finale, on va donc devoir trouver C2. Pour cela, on a juste à isoler C2 et on obtient alors C2 égale C1 sur F. Du coup, c'est en fait 100 g par litre divisé par 10, ce qui nous donne une concentration finale de 10 g par litre. Si on souhaite maintenant déterminer le volume à prélever, on sait que nous, V2 fait 100 ml, on cherche V1. On va donc utiliser la formule F est égal à V2 sur V1. Et en isolant V1, on va obtenir donc V2 sur F, c'est-à-dire 100 ml sur 10, soit 10 ml, c'est le volume qu'il faudra prélever. Après, on aurait pu aussi, pour trouver ce volume à prélever, utiliser la troisième relation, puisque juste avant, on a calculé la concentration C2. Toutes les façons sont possibles, le tout, c'est que ça amène à la bonne réponse. Maintenant, je vais vous parler de dosage spectrophotométrique. Alors, on sait que certaines espèces chimiques ont la capacité d'absorber des rayonnements de la lumière visible. En fait, elles vont laisser passer que certaines couleurs, ce qui explique que des solutions sont parfois colorées. Et grâce à un appareil qui s'appelle le spectrophotomètre, on peut mesurer l'absorbance à une longueur d'onde donnée. Cette longueur d'onde, elle dépend de l'espèce que l'on souhaite étudier. Et grâce à ça, on peut faire des courbes d'étalonnage qui sont donc réalisées à une longueur d'onde donnée. Alors généralement, on l'appelle lambda max parce qu'en fait, c'est la longueur d'onde où l'espèce chimique va absorber le maximum de rayonnement. Et grâce à ça, on va pouvoir tracer un graphique. Comment le graphique est tracé? Eh bien en fait, on va réaliser plusieurs solutions. Ici, par exemple, on en a réalisé 5, de concentration donnée en une espèce chimique. Et à chaque fois, on mesure l'absorbance à la concentration de chaque solution et on détermine donc en fait combien de lumière a été interrompue, absorbée par la solution et par l'espèce chimique. Et grâce à ça, ça nous permet de faire donc une courbe d'étalonnage. Plus c'est concentré, plus ça absorbe. Par exemple, plus vous mettez de colorants alimentaires dans de l'eau, plus ça va devenir foncé, jusqu'à un moment où ça va devenir tellement foncé que ça va devenir tout noir, plus rien ne va passer au travers. Et bien c'est exactement le principe de l'absorbance. Et grâce à ça, si par exemple on a une solution inconnue, mais on sait qu'elle contient une espèce chimique que l'on a étudiée, on va pouvoir déterminer grâce au spectrophotomètre l'absorbance de cette solution et on va donc pouvoir, grâce à ça, déterminer la concentration de cette solution inconnue. Dernier point que vous devrez savoir faire pour ce chapitre, et cette vidéo s'arrêtera là, c'est d'être capable d'interpréter le résultat d'une analyse médicale au regard des normes. Alors pour ça, il n'y a pas vraiment de connaissances à avoir, puisqu'en fait, ce seront plutôt des analyses documentaires que vous aurez. Voilà pour ce chapitre.